Ce soir-là, au moment où Charles a prononcé ces mots devant toute la famille, j'ai compris qu'un dîner pouvait détruire une vie en 30 secondes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que je l'attendais depuis 6 mois. Je m'appelle Maïwenn Rousseau, j'ai 68 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de lucidité. Tout a commencé un samedi soir de novembre. La pluie tambourinait contre les vitres de notre appartement du 16e arrondissement. J'avais préparé un bœuf bourguignon, celui que Charles aimait tant. La table était dressée pour 8 personnes. Nous deux, notre fils Maxime et sa femme Élodie, ma belle-sœur Agnès et quelques amis proches. J'avais allumé les bougies. Tout était parfait. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Vers 19h30, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Charles se tenait là, sous la pluie, avec une femme à son bras. Une femme que je ne connaissais pas. Elle avait peut-être 40 ans, un manteau rouge vif, des talons trop hauts pour un dîner en famille. « Bonsoir, Maïwenn », a dit Charles d'une voix que je ne lui connaissais pas, froide, détachée. Je suis restée immobile dans l'entrée, la main sur la poignée de la porte. Je te présente Solène. Solène. Le prénom est resté suspendu dans l'air comme une lame. Elle dîne avec nous ce soir. J'aurais dû claquer la porte. J'aurais dû hurler. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait pendant 43 ans de mariage. J'ai souri poliment et je me suis effacée pour les laisser entrer. Dans le salon, le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Agnès a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maxime a échangé un regard avec Élodie. Personne ne comprenait. Charles a retiré son manteau, l'a tendu à Solène avec une douceur que je ne me rappelais plus avoir reçue depuis des années. Puis il s'est dirigé vers la table et s'est assis. À ma place, à la place que j'occupais depuis que nous avions acheté cet appartement en 1987. « Maïwenn, tu peux servir le vin ?» a-t-il demandé, comme si de rien n'était. J'ai pris la bouteille de Bordeaux. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me suis concentrée sur le geste. Verser, respirer, ne rien montrer. C'est au moment du plat principal que Charles a posé sa fourchette. Il a pris la main de Solène et il a parlé. « J'ai quelque chose à vous annoncer. » Le silence était si épais qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Une horloge que j'avais achetée lors d'un voyage en Bretagne il y a 20 ans, quand nous étions encore heureux. Ou du moins, quand je croyais que nous l'étions. « Maïwenn et moi, c'est terminé. Je veux le divorce. » Il a serré la main de Solène plus fort. « J'ai rencontré une femme de verdad, une vraie femme. » Les mots ont traversé la pièce comme des éclats de verre. Maxime a regardé son père. Puis, il a souri. Et ensuite, incroyablement, il a applaudi. « Enfin, papa, il était temps. » Élodie a baissé les yeux. Agnès a porté la main à sa bouche. Les autres invités fixaient leur assiette. Moi, je suis restée debout, la carafe d'eau à la main. Pendant 43 ans, j'avais été l'épouse parfaite, celle qui organisait les dîners, qui élevait l'enfant, qui fermait les yeux sur les retards, sur les parfums étrangers, sur les mensonges polis. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé, ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. J'ai posé la carafe sur la table, sans un mot. J'ai traversé le salon, enfilé mon manteau et suis descendu jusqu'au parking souterrain. La pluie avait redoublé d'intensité. Je suis monté dans ma voiture, une Peugeot grise que j'utilisais pour faire les courses, et j'ai ouvert la boîte à gants. À l'intérieur, il y avait une chemise cartonnée beige. Une chemise que j'avais préparée 6 mois plus tôt, que j'avais cachée, que j'avais attendu de sortir au bon moment. Ce moment était venu. Je suis remonté. J'ai poussé la porte de l'appartement. Tout le monde parlait à voix basse. Charles riait avec Solène. Maxime versait du vin. J'ai traversé la pièce en silence et j'ai jeté la chemise sur la table. Elle a atterri entre le plat de viande et le bouquet de roses blanches. « Ouvrez !» Charles a froncé les sourcils. Solène a reculé légèrement sur sa chaise. Maxime a tendu la main et a saisi la chemise. Il a ouvert les premiers documents. Son visage est devenu livide. Charles s'est levé brusquement, a arraché les papiers des mains de Maxime. Ses yeux ont parcouru les lignes. 1 fois, 2 fois, puis il a vacillé et il s'est effondré. Agnès a crié. Élodie s'est précipitée. Moi, je suis restée immobile, debout près de la fenêtre, regardant la pluie couler sur les vitres. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, même quand on voudrait les oublier. Des moments si lumineux qu'ils vous brûlent encore, des années plus tard, comme une photo surexposée au soleil. Je ferme les yeux et je revois notre premier appartement. C'était à Montmartre, au 5e étage, sans ascenseur.
2 pièces minuscules, une cuisine où l'on pouvait à peine se retourner, une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Nous avions 25 ans. Charles venait d'être embauché comme ingénieur chez une petite entreprise de construction. Moi, j'enseignais le français dans un collège de banlieue. Le soir, nous mangions des pâtes au beurre en écoutant Brassens sur un vieux tourne-disque que Charles avait acheté aux puces. Il me prenait dans ses bras et nous dansions dans le salon, pieds nus sur le parquet grinçant. Il m'appelait « ma petite Bretonne » parce que j'étais née à Quimper et que je gardais cet accent léger sur certains mots. « Un jour, je te construirai une maison », me disait-il en embrassant mes cheveux. Une vraie maison avec un jardin, des rosiers et une chambre pour nos enfants. Je le croyais. J'avais foi en lui comme on a foi en la lumière du matin. Maxime est né en 1979, un mois de mai extraordinaire, où Paris sentait le lilas et le pain chaud. Charles est arrivé à la maternité avec un bouquet de pivoines roses, mes fleurs préférées, et des larmes dans les yeux. Il a pris notre fils dans ses bras et m'a regardé comme si j'étais la plus belle femme du monde. « Merci », a-t-il murmuré. « Merci de m'avoir donné ça. » Pendant les premières années, nous étions heureux, vraiment heureux. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout. Les dimanches au Luxembourg, les vacances à Quiberon, dans la maison de mes parents, les soirées où Charles rentrait tard, épuisé, mais prenait toujours le temps de lire une histoire à Maxime avant de dormir. C'est en 1983 que tout a changé. Charles a reçu une promotion. Il est devenu directeur de projet, puis associé. Puis, en 1987, il a monté sa propre entreprise, Rousseau & Associés, construction et rénovation haut de gamme. Les contrats ont afflué. Les clients étaient des familles fortunées, des investisseurs, des promoteurs immobiliers. L'argent est entré dans notre vie comme un fleuve après la sécheresse. Nous avons quitté Montmartre pour le 16e arrondissement. Un appartement de 181 mètres carrés, avec vue sur la Seine, parquet en chêne massif, moulures au plafond. J'ai choisi chaque meuble avec soin. Le canapé en velours gris perle, la bibliothèque en noyer où je rangeais mes livres de Colette et de Duras, l'horloge bretonne que j'ai trouvée lors d'un week-end à Concarneau, une horloge en bois sculpté avec un carillon doux qui sonnait tous les quarts d'heure. Je l'ai accrochée dans le salon, au-dessus de la cheminée. Charles a souri en la voyant. « Toujours ta Bretagne dans le cœur, hein ?»« Toujours », ai-je répondu. Cette horloge est devenue le cœur de notre maison. Elle marquait le temps qui passe, les années qui filent, les promesses qui s'effritent. Parce que oui, quelque chose avait commencé à s'effriter. Charles rentrait de plus en plus tard. Les dîners en famille se sont raréfiés. Il était constamment au téléphone, même le dimanche. Il voyageait beaucoup. Lyon, Marseille, Bordeaux. Parfois, il partait toute une semaine pour superviser un chantier. « C'est provisoire », me disait-il. « Le temps que l'entreprise se stabilise. Après, je ralentirai. » Mais après n'est jamais venu. Maxime grandissait. C'était un garçon intelligent, travailleur, mais distant. Il admirait son père. Il voulait lui ressembler. À 15 ans, il a commencé à me regarder comme Charles me regardait, avec une sorte d'indifférence polie, comme si j'étais un meuble, utile mais sans importance. Un soir, j'ai trouvé un billet d'avion dans la poche de la veste de Charles. Paris-Nice. Aller-retour pour 2 personnes. Date, le week-end suivant. C'est pour qui, la 2e place ? Ai-je demandé en dépliant le billet. Il a haussé les épaules sans lever les yeux de son journal. Un client. On va visiter un terrain. Un client qui s'appelle Nathalie ? Il y a eu un silence. Long, pesant. C'est ma nouvelle assistante. Elle prend les notes pendant les visites. Ah, depuis quand tu as besoin d'une assistante pour visiter un terrain ? Il a refermé son journal d'un coup sec. Ses yeux étaient froids. Maïwen, tu deviens paranoïaque. J'ai du travail. Si tu veux rester à la maison et t'occuper de tes plantes, très bien. Mais ne me fais pas une scène à chaque fois que je bouge. Je n'ai rien dit. J'ai replié le billet et je suis allé dans la cuisine. J'ai serré le bord de l'évier si fort que mes jointures sont devenues blanches. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté le carillon de l'horloge bretonne. Tous les quarts d'heure, comme un compte à rebours. Les mois ont passé, puis les années. Charles a acheté une maison secondaire à Deauville, une BMW noire, des costumes sur mesure. Il parlait de plus en plus fort, riait de moins en moins, me touchait presque plus. Maxime a intégré une grande école de commerce. Il est devenu arrogant, impatient. Il sortait avec des filles qu'il changeait tous les 3 mois. Il me parlait comme si j'étais sa domestique. « Maman, tu peux repasser ma chemise ? Maman, tu as préparé le déjeuner ? Maman, papa m'a dit que tu faisais une dépression. C'est vrai ? Une dépression. Voilà comment ils appelaient ça.
parce que j'étais fatiguée, parce que je ne souriais plus autant, parce que je passais des heures à regarder la pluie tomber sur les toits, en me demandant où était passée la fille de Quimper qui dansait pieds nus dans un appartement de Montmartre. Un matin de janvier, c'était en 2016, je crois, j'ai ouvert le tiroir de la commode de Charles. Je cherchais une paire de ciseaux. J'ai trouvé une enveloppe. À l'intérieur, des photos. Charles avec une femme blonde, sur une plage, au restaurant, dans une chambre d'hôtel. J'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai remise exactement là où je l'avais trouvée. Et je n'ai rien dit, parce que j'avais peur de tout perdre, peur de me retrouver seule. Peur d'admettre que j'avais gaspillé 40 ans de ma vie avec un homme qui ne me voyait plus. Mais cette peur, elle a commencé à se transformer, lentement, imperceptiblement, comme une graine qui germe sous la terre. J'ai commencé à observer, à écouter, à prendre des notes. J'ai commencé à comprendre que le silence n'est pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'est une arme. Et pendant que l'horloge bretonne continuait de sonner dans le salon, j'ai commencé à préparer quelque chose que personne, ni Charles, ni Maxime, ni Solène, ne pouvaient imaginer. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a un moment précis où l'on cesse d'exister pour ce qu'on aime. Ce n'est pas brutal, c'est lent, insidieux, comme une photographie qui pâlit au soleil. Un jour, on se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît plus. Pas physiquement, mais dans les yeux des autres. J'étais devenue invisible. C'était en 2017. Charles avait 62 ans. Moi, 63. Nous étions mariés depuis 41 ans. Sur le papier, nous formions un couple respectable. Dans les dîners mondains, nous jouions notre rôle à la perfection. Lui, l'entrepreneur prospère. Moi, l'épouse discrète et élégante. Mais dans l'intimité de notre appartement du 16e, nous étions deux étrangers qui partageaient le même toit. Charles ne me regardait plus. Quand il entrait dans une pièce où j'étais, ses yeux glissaient sur moi comme sur un mur. Il parlait au téléphone, lisait ses emails, préparait ses réunions. Je pouvais être debout à côté de lui. Il ne me voyait pas. Un soir, j'ai préparé un pot-au-feu, son plat préféré, celui que sa mère lui faisait quand il était enfant. J'avais passé l'après-midi à le mijoter en ajoutant cette touche de thym et de laurier qu'il aimait tant. Il est rentré à 22 heures. J'avais mis la table, allumé des bougies, ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. « Tu as mangé ?» ai-je demandé. Il a à peine levé la tête. J'ai dîné avec des clients. Il est passé devant moi et s'est dirigé vers son bureau. J'ai entendu la porte se fermer, le verrou tourner. Je suis restée seule dans la salle à manger, face à cette table dressée pour deux. Les bougies ont fondu lentement. Le pot-au-feu a refroidi. L'horloge bretonne a sonné minuit. J'ai tout rangé, lentement, méthodiquement. Puis je suis allée dans la chambre d'amis, celle où je dormais depuis 3 ans. Parce que Charles ronflait, disait-il. Parce qu'il avait besoin de calme. Parce que, en vérité, il ne supportait plus ma présence. Cette nuit-là, j'ai pleuré, silencieusement, en serrant un oreiller contre ma poitrine, comme une petite fille perdue. Mais au matin, j'ai séché mes larmes, et j'ai pris une décision. J'ai commencé à tenir un journal, pas un journal intime classique. Non, un journal d'observation, de faits, de preuves. J'y notais tout. Les heures de retour de Charles, les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, les week-ends où il prétendait aller sur des chantiers et revenait avec un bronzage suspect, les relevés de cartes bancaires que je photocopiais discrètement, restaurants gastronomiques, hôtels de luxe, bijouterie. 15 mars, Charles a acheté un bracelet chez Cartier. 2800 €. Je n'ai jamais reçu ce bracelet. 22 avril, Charles à Cannes pour soi-disant un chantier. Photo sur le compte Instagram d'un restaurant de la Croisette. On voit une main de femme avec des ongles rouges tenant une coupe de champagne. 3 juin, conversation téléphonique. Il riait. Je ne l'avais pas entendu rire comme ça depuis des années. J'étais devenue une détective de ma propre vie. Maxime, lui, était pire encore. Il avait 38 ans. Il travaillait dans la finance. Il avait épousé Élodie 2 ans plus tôt. Une jeune femme douce, presque effacée, qui me rappelait celle que j'avais été. Maxime me traitait comme sa domestique. Il débarquait le dimanche midi sans prévenir, avec Élodie et parfois des amis, et s'attendait à ce que le déjeuner soit prêt. « Maman, tu as préparé du gigot ? Non ? Bon, tant pis, on mangera ce qu'il y a. » Il ne demandait jamais comment j'allais, ne s'intéressait pas à mes journées, ne remarquait pas que j'avais maigri, que mes mains tremblaient parfois, que je ne souriais plus. Un dimanche, alors qu'il était assis dans le salon avec Charles, je les ai entendus parler.
Je rangeais la cuisine et leur conversation me parvenait par la porte entr'ouverte. « Papa, franchement, tu devrais la quitter. » J'ai arrêté de bouger. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. À votre âge, vous n'êtes plus obligé de faire semblant. Maman est... Enfin, tu vois, elle fait la tête tout le temps. Elle ne sort plus. Elle est devenue déprimante. Charles a ri. Un rire bref, nerveux. Tu as raison. Mais c'est compliqué. Il y a les biens, l'entreprise. Justement, il faut que tu protèges tes actifs. Parce que si elle demande le divorce, elle va te plumer. Elle ne demandera jamais le divorce. Elle est trop lâche pour ça. J'ai serré le torchon dans mes mains, si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Lâche. Il m'avait traité de lâche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. Longtemps. Profondément. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Charles ne me quitterait jamais de lui-même. Parce que j'étais trop pratique. Je m'occupais de la maison, des invitations, des apparences. Je donnais à notre couple un vernis de respectabilité dont il avait besoin pour ses affaires. J'étais sa façade, son alibi, sa couverture. Mais si lui ne me quittait pas, je pouvais faire en sorte qu'il le veuille. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec maître Laurent Deschamps, un avocat spécialisé en droit de la famille. Son cabinet était situé près de la place Vendôme, dans un immeuble ancien avec un escalier en marbre et des portes en chêne massif. Maître Deschamps était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés, aux lunettes fines et au regard perçant. « Madame Rousseau, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti mon journal, les photos, les relevés bancaires, les captures d'écran. Je veux divorcer, mais je veux le faire intelligemment. Il a parcouru les documents, lentement. Ses sourcils se sont froncés. Puis il a relevé la tête. « Madame, vous avez fait un travail remarquable. Mais si je puis me permettre, pourquoi venir me voir maintenant? Pourquoi ne pas simplement demander le divorce ?» J'ai croisé les mains sur mes genoux. Parce que mon mari est un homme puissant. Il a des relations, des avocats, de l'argent. Si je demande le divorce maintenant, il va tout faire pour me laisser sans rien. Et donc, je veux être préparé. Je veux savoir exactement ce qui m'appartient, ce à quoi j'ai droit. Et je veux le faire avant qu'il ne décide de tout cacher. Maître Deschamps a souri. Un sourire fin, presque admiratif. Vous êtes plus futée que vous n'en avez l'air, Madame Rousseau. On m'a sous-estimé toute ma vie, maître. J'ai appris à en tirer avantage. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois, discrètement, méthodiquement. J'ai découvert des choses que j'ignorais. Charles avait ouvert des comptes bancaires à l'étranger. Il avait transféré des actifs de l'entreprise vers des sociétés écrans. Il avait mis des biens immobiliers au nom de Maxime pour éviter qu'il n'entre dans la communauté. Mais ce que Charles ignorait, c'est que j'avais gardé tous les documents depuis le début de notre mariage. Tous les contrats, tous les actes notariés, toutes les signatures. Et surtout, ce qu'il ignorait, c'est que j'étais copropriétaire de presque tout. Parce qu'à l'époque, quand nous étions jeunes et amoureux, nous avions tout acheté ensemble. L'appartement, la maison de Deauville, les parts de l'entreprise. Maître Deschamps a contacté un notaire, puis un expert comptable. Nous avons épluché chaque document, chaque transaction. Et puis, nous avons agi. En juin 2018, j'ai signé une série de documents. Des transferts, des modifications de statut, des cessions de parts. Tout était légal, tout était parfaitement documenté. Mais tout était fait dans le dos de Charles, parce que, voyez-vous, Charles ne regardait jamais les papiers que je lui faisais signer. Il signait machinalement, en discutant au téléphone, en lisant ses emails, sans même lire ce qu'il signait. « C'est pour les impôts », disais-je. « Oui, oui », répondait-il en griffonnant sa signature. Pendant 1 an, j'ai accumulé les documents signés, les transferts de propriété, les changements de statut, les procurations. Et petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, j'ai repris ce qui m'appartenait. L'appartement du 16e, à mon nom, la maison de Deauville, à mon nom, les comptes bancaires principaux, à mon nom, les parts majoritaires de Rousseau & Associés, à mon nom. Même la BMW noire qu'il conduisait chaque jour était, depuis avril 2019, à mon nom. Maître Deschamps m'avait regardé avec une sorte de respect amusé. « Madame Rousseau, vous venez de faire ce que peu de femmes osent faire. Vous avez repris votre vie en silence. » « Pas encore, maître. Il me manque une chose. » « Laquelle ? » « Le bon moment. Ce moment est arrivé en novembre 2019. Charles est rentré un soir avec un air inhabituel, presque heureux. Il sifflotait, il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. « Maïwen, samedi prochain, je voudrais organiser un dîner ici. »« Un dîner ?
Avec qui? La famille, des amis proches. Il faut que j'annonce quelque chose d'important. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je savais exactement ce qu'il allait annoncer. Bien sûr, Charles, je m'occupe de tout. J'ai préparé ce dîner comme on prépare une cérémonie. J'ai choisi le menu, acheté les fleurs, dressé la table avec notre plus belle vaisselle, et j'ai sorti la chemise beige du coffre-fort, celle que j'avais préparée avec Maître Deschamps, celle qui contenait tous les documents, toutes les preuves, toutes les signatures de Charles. Je l'ai glissée dans la boîte à gants de ma voiture, et j'ai attendu. Le samedi soir, quand Charles est arrivé avec Solène à son bras, quand il a annoncé devant toute la famille qu'il voulait divorcer, quand Maxime a applaudi, j'étais prête, parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel au cours de ces années de silence et d'invisibilité. La patience est la plus grande des forces. Et celui qui sous-estime une femme silencieuse commet la plus grave des erreurs. L'horloge bretonne a sonné 19 heures. Son carillon doux et régulier a rempli le salon. Et moi, pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Quand Charles s'est effondré sur le tapis perçant de notre salon, j'ai cru pendant une seconde qu'il était mort. Son visage était devenu d'une pâleur de craie. Ses lèvres tremblaient. Les documents qu'il tenait dans ses mains sont tombés en éventail autour de lui. Solène a poussé un cri aigu. Agnès s'est levée d'un bond, renversant son verre de vin. Élodie s'est précipitée vers Charles. Maxime est resté figé, les yeux rivés sur les papiers éparpillés. Moi, je n'ai pas bougé. Je suis resté debout près de la fenêtre, les mains croisées devant moi, regardant la scène avec un calme que je ne me connaissais pas. Comme si je regardais une pièce de théâtre. Comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. « Charles, Charles, réponds-moi !» Solène s'était agenouillée à côté de lui tapotant les joues. Ses ongles rouges brillaient sous la lumière des lustres. Charles a gémi. Ses paupières ont battu. Il a tourné la tête vers moi. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. De la peur. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était rauque, étranglée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. L'horloge bretonne a sonné le quart. 19h15. Puis j'ai parlé. Calmement, posément. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans, Charles. J'ai repris ce qui m'appartient. Maxime a ramassé l'un des documents. Ses mains tremblaient. Il a lu, relu. Son visage s'est décomposé. « Maman, c'est quoi ce bordel ?» J'ai tourné mon regard vers lui. Mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié, celui qui m'avait traité de déprimante, celui qui avait applaudi quand son père m'avait humilié. Ce bordel, comme tu dis, c'est la réalité juridique de notre patrimoine familial. Assieds-toi, Maxime, tu vas comprendre. Agnès, ma belle-sœur, s'était assise sur le canapé, les mains sur la bouche. Les autres invités regardèrent la scène sans oser intervenir. Solène aidait Charles à se relever. Il s'est effondré dans un fauteuil, le teint toujours livide. J'ai traversé la pièce lentement. J'ai ramassé les documents un par un. Je les ai remis en ordre. Puis, je les ai posés sur la table basse, devant tout le monde. Voilà ce que contiennent ces papiers, ai-je commencé d'une voix égale. La vérité sur notre mariage, la vérité sur notre patrimoine, la vérité que tu as essayé de me cacher pendant des années, Charles. J'ai pris le premier document. Ceci est l'acte de propriété de cet appartement. 180 mètres carrés, 16e arrondissement. Valeur estimée, 3 200 000 €. J'ai levé les yeux vers Charles. Cet appartement, nous l'avons acheté ensemble en 1987, avec l'argent de la vente de notre appartement de Montmartre et un prêt bancaire que nous avons remboursé ensemble pendant 15 ans. Tu te souviens, Charles? Il ne répondait pas. Ses mâchoires étaient serrées. Sur l'acte original, nous étions copropriétaires à parts égales, 50% chacun. J'ai posé le document et j'en ai pris un autre. Ceci est l'acte modificatif que tu as signé en mars 2018. Tu te souviens? Je t'avais dit que c'était pour une optimisation fiscale. Tu as signé sans lire, comme d'habitude. Maxime a arraché le document de mes mains. Il a lu. Ses yeux se sont écarquillés. « Papa, tu as transféré l'intégralité de la propriété à maman ?» Je n'ai rien transféré du tout. Charles s'était redressé dans son fauteuil, le visage rouge de colère. « Elle m'a fait signer ça en douce. C'est de l'escroquerie. » « De l'escroquerie ?» J'ai laissé échapper un rire sans joie. « Charles, tu as signé ce document de ton plein gré. Ta signature est authentifiée par un notaire. Maître Blanchard, tu le connais bien. C'est lui qui s'occupe de tes affaires depuis 20 ans. J'ai pris un troisième document. La maison de Deauville, 450 mètres carrés, vue sur mer, jardin de 1200 mètres carrés. Valeur estimée, 1 800 000 €. Solène s'était figée.
Elle fixait les papiers avec une expression d'incrédulité. Cette maison aussi, nous l'avons achetée ensemble en 1994. Et cette maison aussi, Charles, tu l'as transférée à mon nom en juin 2018. Tu te rappelles? C'était le jour de ton anniversaire. Je t'avais préparé un gâteau au chocolat. Tu signais des papiers tout en parlant au téléphone avec un entrepreneur de Normandie. J'ai posé le document et j'en ai pris un autre, puis un autre, puis un autre encore. Les comptes bancaires, Crédit Lyonnais, compte joint numéro 3, 47890, solde actuel, 792 000 €, transféré à mon nom seul en septembre 2018. BNP Paribas, compte épargne, solde, 560 000 €, transféré en octobre 2018. Société Générale, compte placement, solde, 1 100 000 €, transféré en janvier 2019. À chaque document que je citais, Charles s'enfonçait un peu plus dans son fauteuil. Maxime était devenu livide. Solène avait reculé de plusieurs pas, comme si elle voulait s'enfuir. J'ai pris le dernier document, le plus important. Et enfin, Rousseau & Associés, ton entreprise, Charles. Celle que tu as créée en 1987 avec 50 000 francs empruntés à la banque. J'ai marqué une pause. 50 000 francs que nous avons empruntés ensemble, parce que j'étais co-emprunteuse. Parce que sans mon salaire d'enseignante, la banque ne t'aurait jamais accordé ce prêt. Tu t'en souviens? Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Rousseau & Associés. Capital social. 2 millions d'euros. Chiffre d'affaires annuel, 15 millions d'euros. Bénéfice net, 3 200 000 €. J'ai levé le document bien haut pour que tout le monde le voie. Selon les statuts originaux de l'entreprise, nous détenions chacun 50% des parts. Mais en février 2019, tu as signé une modification des statuts. Tu pensais transférer tes parts à Maxime pour éviter qu'elle n'entre dans une éventuelle procédure de divorce? Maxime s'est levé d'un bond. Quoi? Papa, c'est vrai? Tu allais me donner l'entreprise? Ferme-la, Maxime, a grondé Charles. Mais j'ai continué, imperturbable. Ce que tu ignorais, Charles, c'est que la modification de statut que tu as signée ne transférait pas tes parts à Maxime. Elle les transférait à moi. 75% de Rousseau & Associés m'appartient désormais. Tu ne détiens plus que 25%. Charles s'est levé d'un bond. Il titubait légèrement. C'est impossible, c'est de la fraude, je vais contester, je vais... Tu ne vas rien contester du tout. Ma voix était ferme, parce que tout a été fait légalement. Chaque signature a été authentifiée par un notaire. Chaque transfert a été enregistré selon les procédures légales. Tu as signé ces documents de ton plein gré, Charles. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a trompé. Tu as juste été négligent. J'ai posé les documents sur la table et j'ai croisé les bras. Pendant 43 ans, j'ai été l'épouse parfaite, celle qui s'efface, celle qui se tait, celle qui sourit poliment quand son mari rentre à minuit en sentant le parfum d'une autre, celle qui prépare des dîners pour une famille qui la traite comme une domestique. J'ai regardé Maxime, celle qui élève seule son fils parce que son père est trop occupé à gagner de l'argent et à coucher avec ses assistantes. Maxime a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé Charles. Tu m'as traité de lâche. Tu as dit à Maxime que je ne demanderais jamais le divorce parce que j'étais trop lâche. Charles a pâli davantage. Oui, Charles, je vous ai entendu. Ce dimanche après-midi, en mai dernier, quand vous pensiez que j'étais dans la cuisine. Maman, Maxime a fait un pas vers moi. Ne m'appelle pas maman. Pas maintenant. Pas après avoir applaudi quand ton père m'a humilié devant tout le monde. Les larmes sont montées aux yeux de Maxime, mais je n'ai ressenti aucune pitié, aucune. Je me suis tournée vers Solène. Elle était recroquevillée près de la porte, comme un animal pris au piège. Quant à vous, mademoiselle, j'imagine que vous pensiez épouser un homme riche. Vous pensiez profiter de son appartement, de sa maison à Deauville, de ses voitures, de son argent. Je me suis approchée d'elle. Elle a reculé jusqu'à ce que son dos touche le mur. Mais voyez-vous, tout ce que vous convoitez m'appartient. La BMW noire dans laquelle vous êtes arrivé ce soir. Elle est à mon nom depuis avril 2019. Charles ne le savait pas. Il conduisait ma voiture en pensant que c'était la sienne. J'ai vu la panique dans ses yeux. C'était presque jouissif. Alors, si vous voulez toujours épouser Charles, libre à vous. Mais sachez que vous épouserez un homme de 64 ans qui ne possède plus rien, qui dépend financièrement de son ex-femme, qui devra quitter l'appartement où il vit depuis 32 ans parce que cet appartement ne lui appartient plus. Solène a regardé Charles, puis elle a regardé la porte, puis Charles à nouveau. Et j'ai su qu'elle allait partir,
qu'elle allait disparaître comme disparaissent toutes les femmes qui ne cherchent qu'une chose, l'argent. Agnès, qui était restée silencieuse jusque-là, a pris la parole d'une voix tremblante. « Maïwenn, tu es sûre de ce que tu fais ?» Je me suis tournée vers elle. Agnès, qui avait toujours été gentille avec moi, qui avait essayé, à sa manière, de me soutenir au fil des années. « Oui, Agnès, pour la première fois de ma vie, je suis sûre de ce que je fais. » J'ai ramassé la chemise cartonnée beige, j'ai remis tous les documents à l'intérieur, puis je me suis dirigée vers la porte. Le dîner est terminé. Je vous demande de partir. Tous. Les invités se sont levés en silence. Ils ont enfilé leurs manteaux, ramassé leurs sacs et sont sortis un par un, comme des fantômes. Solène est sortie la première, sans un regard pour Charles, sans un mot. Élodie a pris la main de Maxime. Il était pétrifié, les yeux dans le vide. « Viens, Maxime, on rentre. » Ils sont partis. Agnès s'est arrêtée devant moi. Elle a posé sa main sur mon bras. « Prends soin de toi, Maïwenn. » « Merci, Agnès. » Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que Charles et moi dans cet appartement immense et silencieux. Il était toujours assis dans le fauteuil, la tête dans les mains. Je me suis approchée de lui. J'ai posé la chemise cartonnée sur ses genoux. « Tu voulais divorcer, Charles ? Très bien. Je vais te donner ce divorce. Mais aux conditions suivantes, tu quittes cet appartement dans les 48 heures. Tu touches 25% des bénéfices de l'entreprise, mais tu n'as plus aucun pouvoir de décision. Et surtout, tu ne t'approches plus jamais de moi. » Il a levé la tête. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être à de la peur. « Comment as-tu fait ?» J'ai souri, un sourire triste. « Tu m'as sous-estimé, Charles. Vous m'avez tous sous-estimé. Vous avez cru qu'une femme silencieuse était une femme faible. Mais le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. » Je me suis retournée et je suis allée dans ma chambre, celle où je dormais seule depuis 3 ans. J'ai fermé la porte à clé, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans angoisse, parce que j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les 48 heures qui ont suivi ce dîner ont été les plus étranges de ma vie, comme si j'avais traversé un miroir et que je découvrais un monde que je ne connaissais pas, un monde où j'existais, où j'avais une voix, où j'avais du pouvoir. Le dimanche matin, je me suis réveillée à 7 heures. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de ma chambre. J'ai entendu des bruits dans l'appartement, des pas lourds, des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme, des portes qui claquent. Charles faisait ses bagages. Je suis restée allongée dans mon lit, écoutant ces bruits familiers pour la dernière fois. Pendant 43 ans, j'avais partagé ma vie avec cet homme. Nous avions dormi côte à côte, élevé un enfant ensemble, traversé des joies et des peines. Et maintenant, il était en train de partir, et je ne ressentais rien, ni tristesse, ni regret, ni même de la colère, juste du vide, ou peut-être du soulagement. Vers 9 heures, j'ai entendu frapper à ma porte. « Maïwenn ». La voix de Charles était sourde, fatiguée. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu. « Maïwenn, s'il te plaît, ouvre. » Je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre. Une robe en cachemire bleu pâle que j'avais achetée des années auparavant et que je n'avais jamais osé porter. J'ai ouvert la porte. Charles se tenait dans le couloir. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Ses traits étaient tirés, ses yeux étaient rouges. Il portait encore les vêtements de la veille, froissés et défaits. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a passé sa main dans ses cheveux gris. « Je veux comprendre. Comment as-tu pu faire ça ?»« Faire quoi, Charles ? Reprendre ce qui m'appartenait ? Ce qui t'appartenait ?» Sa voix est montée d'un cran. « J'ai construit cette entreprise. J'ai travaillé jour et nuit pendant 30 ans. C'est nous qui avons construit cette entreprise. » Ma voix était calme, mais ferme. « Pendant que tu supervisais des chantiers, qui s'occupait de la maison? Qui élevait notre fils? Qui recevait tes clients à dîner? Qui préparait tes dossiers fiscaux? Qui répondait à tes emails quand tu n'avais pas le temps ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Pendant 30 ans, j'ai été ton assistante invisible, ton soutien silencieux, la femme qui rendait ta vie possible. Et tu ne m'as jamais remercié, jamais regardé, jamais considéré. Je t'ai donné une belle vie, une maison magnifique, des voyages, de l'argent. Tu m'as donné une cage dorée, Charles, et tu m'as traité comme un meuble. » Il a détourné le regard. Ses épaules se sont affaissées. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un arrangement? Je ne veux rien de toi. J'ai déjà ce qui m'appartient. Je veux juste que tu partes, maintenant. » Il a hoché la tête lentement.
Il a tourné les talons et s'est dirigé vers la chambre principale, celle qui avait été la nôtre pendant tant d'années, celle où il dormait seul depuis 3 ans. 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Charles était parti. Je suis sorti de ma chambre. J'ai traversé l'appartement lentement, comme si je le découvrais pour la première fois. Le salon avec ses canapés en velours, la bibliothèque avec mes livres de Colette et de Duras, l'horloge bretonne qui continuait de sonner, imperturbable. Je me suis arrêté devant la cheminée. J'ai regardé cette horloge, celle que j'avais achetée il y a plus de 30 ans, celle qui avait marqué chaque moment de ma vie dans cet appartement. Nous sommes encore là, toi et moi, ai-je murmuré. L'horloge a sonné 10 heures. Son carillon m'a semblé différent, plus clair, plus lumineux. J'ai passé le reste de la journée à faire ce que je n'avais jamais osé faire. J'ai réorganisé l'appartement. J'ai ouvert les fenêtres en grand pour laisser entrer l'air frais. J'ai enlevé les rideaux lourds et sombres que Charles aimait tant. J'ai déplacé des meubles. J'ai sorti des livres de ma bibliothèque et je les ai disposés sur la table basse. J'ai transformé le bureau de Charles, cette pièce fermée à clé où il s'enfermait des heures durant, en atelier de peinture. Parce que oui, j'avais toujours aimé peindre, mais je n'avais jamais eu le temps. Ou plutôt, je ne m'étais jamais autorisé à prendre le temps. J'ai acheté des toiles, des pinceaux, des tubes de peinture à l'huile, des couleurs vives que je n'aurais jamais osé utiliser avant. Du rouge carmin, du bleu outremer, du jaune cadmium. Le lundi matin, j'ai reçu un appel de Maître Deschamps. « Madame Rousseau, j'ai une nouvelle pour vous. » « Je vous écoute, maître. » Monsieur Rousseau a contacté mon cabinet ce matin. Il souhaite entamer une procédure de contestation des transferts de propriété. J'ai souri. Laissez-le faire. Nous avons tous les documents, toutes les preuves, toutes les signatures authentifiées. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il insiste. Il prétend que vous l'avez manipulé. Manipulé ? C'est amusant. Pendant 43 ans, il m'a manipulé, moi. Il m'a fait croire que j'étais inutile, que j'étais déprimante, que je ne valais rien. Et maintenant qu'il découvre que j'ai un cerveau, il crie à la manipulation. Maître Deschamps a ri doucement. « Vous êtes une femme remarquable, Madame Rousseau. Vraiment. Merci, maître. Tenez-moi au courant. » Le mardi, j'ai reçu un message de Maxime. « Maman, il faut qu'on parle. Papa dort chez moi. Il est effondré. Tu ne peux pas lui faire ça. » J'ai lu ce message 3 fois. Puis j'ai répondu « Ton père est un adulte responsable. Il a fait ses choix. Il doit en assumer les conséquences. » « Mais c'est ton mari. Tu ne peux pas le jeter à la rue comme ça. Il m'a humilié devant toute la famille. Il m'a traité de moins que rien. Et toi, tu as applaudi. Alors, ne me parle pas de ce que je peux ou ne peux pas faire. » Il n'a pas répondu. Le mercredi, c'est Agnès qui est venue me voir. Elle a sonné à la porte vers 15 heures. Quand j'ai ouvert, elle m'a serré dans ses bras. « Mon Dieu, Maïwen, tu es rayonnante. » C'était vrai. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. J'avais pris soin de moi. Je m'étais coiffée, maquillée légèrement. J'avais mis une robe que j'aimais, une robe couleur prune que Charles détestait parce qu'il la trouvait trop voyante. « Entre, Agnès. Je vais nous faire du thé. » Nous nous sommes assises dans le salon. J'avais acheté des fleurs fraîches, des pivoines roses et des lys blancs, et leur parfum remplissait la pièce. Agnès a regardé autour d'elle. « Tu as changé la décoration ? » J'ai changé beaucoup de choses. Maïwen, elle a pris ma main. Je sais que ce que Charles t'a fait est impardonnable. Mais tu es sûre que c'était la bonne chose à faire ? Agnès, pendant 43 ans, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été l'épouse parfaite, la mère dévouée, la femme discrète. Et où est-ce que ça m'a menée ? J'ai serré sa main, à devenir invisible, à perdre mon identité, à ne plus savoir qui j'étais. Je comprends, vraiment. Mais Charles est détruit. Maxime aussi. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que je réagisse. Il pensait que j'allais pleurer, supplier, implorer Charles de rester. J'ai posé ma tasse de thé. Mais je ne suis plus cette femme, Agnès. Je ne le serai plus jamais. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. Tu as absolument raison. Elle est restée tout l'après-midi. Nous avons parlé comme nous ne l'avions jamais fait. De nos vies, de nos regrets, de nos rêves enfouis. « Tu sais ce que je vais faire ?» ai-je dit en la raccompagnant à la porte. « Quoi ? Je vais voyager. J'ai toujours voulu voir l'Italie. Florence, Rome, Venise. » Mais Charles détestait voyager. Il disait que c'était une perte de temps. « Alors vas-y, maintenant. » « Oui, maintenant. » Le jeudi, j'ai reçu une visite inattendue, Solène. Elle se tenait sur le palier, les yeux rouges, le maquillage coulé. Elle portait un jean et un pull informe.
Plus rien à voir avec la femme élégante au manteau rouge qui était arrivée au bras de Charles samedi soir. « Madame Rousseau, je peux entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle comme si elle découvrait un lieu sacré. « Asseyez-vous. » Elle s'est assise sur le bord du canapé, les mains crispées sur son sac. « Je voulais vous présenter mes excuses. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je ne savais pas. Je veux dire, Charles m'avait dit que vous étiez séparés depuis des années, que votre mariage était mort, qu'il voulait juste officialiser les choses. Et vous l'avez cru. Oui. » Elle a baissé les yeux. « J'ai été stupide. Vous avez été naïve. C'est différent. » Elle a relevé la tête, surprise. Charles était un homme séduisant, puissant, riche. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai versé du thé dans une tasse et je la lui ai tendue. Quand il m'a dit qu'il voulait m'épouser, j'ai pensé que ma vie allait changer, que j'allais enfin avoir la sécurité que je n'avais jamais eue. Et maintenant, je réalise que j'aurais épousé un homme endetté, un homme qui a tout perdu, un homme qui est amer et en colère. Elle a bu une gorgée de thé. Il m'a appelé hier soir. Il voulait que je vienne chez lui, enfin chez son fils. Il voulait que je le console, que je lui dise que tout irait bien. Et vous avez refusé. Oui, parce que j'ai compris quelque chose. Ce que je cherchais chez Charles, ce n'était pas l'amour, c'était la sécurité, l'argent, le statut. Elle a posé sa tasse. Je ne suis pas fière de moi, Madame Rousseau, mais au moins, maintenant, je le sais. J'ai regardé cette femme assise en face de moi. Cette femme qui avait failli détruire ce qu'il restait de mon mariage. Cette femme qui m'avait humiliée. Et j'ai ressenti de la pitié. Pas pour Charles, pour elle. Solène, vous êtes jeune. Vous avez encore toute une vie devant vous. Ne la gaspillez pas en cherchant un homme qui vous sauvera. Sauvez-vous vous-même. Elle a hoché la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Merci. Merci de m'avoir écouté. Après son départ, je suis restée longtemps assise dans le salon. L'horloge bretonne a sonné 17 heures, puis 17h15, puis 17h30. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Plus du tout. La colère avait laissé place à autre chose. À de la clarté, à de la paix, à une forme de liberté que je n'avais jamais connue. Le vendredi soir, j'ai reçu un email de Maître Deschamps. Madame Rousseau, Monsieur Rousseau a retiré sa contestation. Il accepte les termes du divorce. La procédure sera finalisée dans les prochaines semaines. Félicitations. J'ai relu cet email 3 fois. Puis, j'ai fermé mon ordinateur. Je suis allée dans mon nouvel atelier, l'ancien bureau de Charles. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais de novembre est entré dans la pièce. J'ai pris un pinceau, une toile vierge, et j'ai commencé à peindre. Je ne savais pas ce que j'allais créer, mais pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie libre, libre de créer, libre d'exister, libre d'être moi-même. J'ai peint jusqu'à minuit, des couleurs vives, des formes abstraites, des lignes qui s'entrecroisaient et se libéraient. Quand j'ai posé mon pinceau, j'ai regardé ce que j'avais créé. Ce n'était pas parfait, mais c'était moi, authentiquement moi. L'horloge bretonne a sonné minuit. Un nouveau jour commençait, et pour la première fois depuis 43 ans, j'avais hâte de le vivre. Les semaines qui ont suivi ont été comme une lente éclosion. Comme si j'avais passé des années enfermée dans une chrysalide et que je découvrais enfin mes ailes. Chaque matin, je me réveillais avec une sensation étrange, celle d'être exactement là où je devais être, dans mon appartement, dans ma vie, dans ma peau. J'avais pris l'habitude de prendre mon café près de la fenêtre du salon, en regardant la Seine couler en contrebas. Paris en novembre avait cette beauté mélancolique qui me touchait profondément. Les arbres dénudés, les toits gris perles sous la pluie, les réverbères qui s'allumaient tôt dans l'après-midi. Un matin de décembre, alors que je peignais dans mon atelier, j'ai reçu un appel d'Élodie, la femme de Maxime. « Maïwen ?» C'est Élodie. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Sa voix était timide, presque craintive. « Pas du tout, Élodie. Comment allez-vous ? Je voulais vous parler, seul à seul. Est-ce que je pourrais passer vous voir ? Bien sûr, quand vous voulez. Iki, maintenant ? Maintenant, c'est parfait. 1 heure plus tard, Élodie sonnait à ma porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai été frappée par son apparence. Elle avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Elle portait un manteau trop grand pour elle, comme si elle voulait disparaître à l'intérieur. « Entre, ma chérie. » Je l'ai fait asseoir dans le salon. Je lui ai préparé du thé et des biscuits au beurre que j'avais fait la veille. Elle a pris la tasse entre ses mains et l'a serrée comme pour se réchauffer. « Maïwen, je ne sais pas par où commencer. Commence par ce qui te pèse le plus. » Elle a pris une grande inspiration.
Maxime est devenu différent. Depuis ce dîner, il est en colère tout le temps. Il crie. Il me reproche des choses qui n'ont aucun sens. Il dit que c'est à cause de vous, que vous avez détruit la famille. J'ai posé ma tasse. Et toi, qu'en penses-tu? Elle a levé les yeux vers moi. Il y avait des larmes qui commençaient à perler. Je pense que vous avez eu raison. Les larmes ont coulé. Mai-Wen, je suis mariée avec Maxime depuis 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait exactement ce que vous avez fait pendant 43 ans. Je me suis effacée. J'ai accepté ses humeurs, ses absences, sa manière de me parler comme si j'étais sa servante. Elle a sorti un mouchoir de sa poche. Il ne me regarde jamais vraiment. Il ne s'intéresse pas à ce que je fais, à ce que je pense. Il rentre tard le soir. Il sent parfois le parfum d'une autre. Et quand je lui pose des questions, il me dit que je suis paranoïaque. Exactement comme son père avec vous. Mon cœur s'est serré. Élodie, quand j'ai vu ce que vous avez fait ce soir-là, quand j'ai vu comment vous avez repris votre pouvoir, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je ne voulais pas finir comme vous. Elle s'est reprise. Je veux dire, je ne voulais pas attendre 40 ans pour réagir. J'ai pris sa main dans la mienne. Tu as raison. Ne fais pas la même erreur que moi. Mais comment? Comment est-ce qu'on fait pour partir quand on a peur? Quand on ne sait pas si on va y arriver seul? J'ai regardé cette jeune femme assise en face de moi. Elle avait 32 ans, toute une vie devant elle. Et déjà, elle était en train de s'éteindre. Écoute-moi bien, Élodie. La peur ne disparaît jamais complètement. Même maintenant, même après tout ce que j'ai fait, j'ai encore des moments de doute. Des moments où je me demande si j'ai bien fait. J'ai serré sa main plus fort. Mais ce que je sais, c'est que la peur de rester dans une situation toxique doit être plus grande que la peur de partir. Et toi seul peux décider quand ce moment arrive. Est-ce que je peux vous demander un conseil? Bien sûr. Comment avez-vous fait pour préparer votre sortie? Comment avez-vous fait pour que Charles ne s'en rende pas compte? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai pris une décision. Viens avec moi. Je l'ai emmené dans mon atelier. J'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti un cahier. Un cahier identique à celui que j'avais utilisé pour noter toutes les infidélités de Charles, toutes les preuves. Élodie, si tu décides de partir, et je dis bien si, parce que ce choix t'appartient, tu dois être méthodique. Tu dois documenter, noter, photographier, garder des traces de tout. Je lui ai tendu le cahier. Prends-le, utilise-le, et quand le moment sera venu, tu sauras exactement quoi faire. Elle a pris le cahier comme si c'était un objet précieux. Sacré. Merci. Merci infiniment. Et Élodie, ne reste jamais par peur de la solitude. La solitude vaut 1000 fois mieux qu'une mauvaise compagnie. Elle est restée encore 1 heure. Nous avons parlé de tout, de nos rêves d'enfance, de nos ambitions enfouies, de ce que nous aurions aimé faire si nous n'avions pas eu peur. Quand elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras. Tu sais où me trouver. Toujours. Merci, Mai-Wen. Vous êtes la mère que j'aurais aimé avoir. Ces mots m'ont touchée plus profondément que je ne l'aurais imaginé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Maxime. Maman, il faut qu'on se parle. Sa voix était dure, cassante. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je viens chez toi. Demain, 14 heures. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Le lendemain, à 14 heures précises, Maxime a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai été frappée par son apparence. Il avait les traits tirés, des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours. Entre. Il est entré sans me regarder. Il s'est dirigé vers le salon et s'est arrêté net en voyant les changements que j'avais faits. Les rideaux clairs, les fleurs, les tableaux que j'avais peints et accrochés au mur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de cet appartement un endroit où je me sens bien. Tu as effacé papa, comme s'il n'avait jamais existé. Non, Maxime, j'ai effacé la douleur qu'il m'a infligée. C'est différent. Il s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, il y avait une fureur à peine contenue. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Papa dort sur mon canapé. Il a perdu toute son entreprise, toute sa vie. Il est détruit. Il n'a pas perdu son entreprise. Il en détient encore 25%. 25%, alors qu'il l'a construite de ses mains. Il l'a construite avec mon soutien, avec mon argent, avec mon travail invisible. J'ai croisé les bras. Maxime, pendant 43 ans, j'ai été là. Pour lui, pour toi. Et vous ne m'avez jamais vu, jamais considéré. C'est faux, on t'a toujours quoi? Traité comme une domestique? Parlé comme si je n'existais pas? Il a serré les poings. Tu es en train de détruire cette famille. Non, ton père a détruit cette famille quand il a décidé de m'humilier devant tout le monde. Et toi, tu l'as aidé en applaudissant.
Le silence est tombé, lourd, oppressant. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi tu as applaudi, Maxime? Il a détourné le regard. Je ne sais pas. Si, tu sais, il a fermé les yeux. Parce que papa m'avait dit que tu étais devenue insupportable, que tu étais dépressive, que tu le rendais malheureux. Et tu l'as cru, sans jamais me demander ma version, sans jamais t'intéresser à ce que je ressentais. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, des larmes de rage, de confusion, de culpabilité. Je ne savais pas, maman. Je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir, parce que c'était plus facile de me voir comme une femme triste et inutile que de voir ton père pour ce qu'il était vraiment. Il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je me suis assise à côté de lui. Tu dois grandir, Maxime. Tu as 39 ans. Tu es marié, tu as un travail, une vie. Il est temps que tu arrêtes de voir ton père comme un héros et que tu le vois comme un homme imparfait, un homme qui a fait des erreurs. Mais c'est mon père, oui, et je ne te demande pas de le renier. Je te demande juste de voir la vérité. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Tu l'aimais? Au début, je veux dire. Oui, je l'aimais profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent, le pouvoir, l'orgueil. Ton père a changé quand son entreprise a commencé à marcher. Il est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai posé ma main sur la sienne. Et moi, j'ai fait l'erreur de rester, de croire que ça allait s'arranger, que l'homme que j'avais aimé allait revenir. Mais il n'est jamais revenu. Non, il n'est jamais revenu. Nous sommes restés silencieux un long moment. L'horloge bretonne a sonné 15 heures. Son carillon a rempli le salon. Cette horloge, Maxime l'a regardée. Je me souviens. Tu l'avais achetée en Bretagne. J'étais petit. On était en vacances chez papy et mamie. Tu t'en souviens? Oui. Papa avait dit que c'était laid. Mais toi, tu l'aimais. Tu avais insisté pour la ramener. Il a souri faiblement. C'était une des rares fois où tu avais tenu tête à papa. Oui, une des rares fois. J'ai regardé cette horloge, cette encre, ce symbole de tout ce que j'avais gardé de moi-même malgré les années d'effacement. Maxime, je vais te dire quelque chose, et j'espère que tu vas m'écouter vraiment. Je t'écoute. Élodie est en train de devenir ce que j'étais. Une femme qui s'efface, qui perd son identité, qui accepte l'inacceptable. Il a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêté. Ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Je l'ai vue, je lui ai parlé. Elle souffre. Je ne me rends pas compte. Exactement comme ton père ne se rendait pas compte. Il a baissé la tête. Tu as encore le temps, Maxime. Tu as le temps de devenir un meilleur homme que ton père. Un homme qui voit sa femme, qui la respecte, qui la considère. Comment est-ce que je fais ça? Tu commences par l'écouter, vraiment l'écouter. Pas en pensant à ton téléphone, pas en pensant à ton travail. Tu la regardes dans les yeux et tu l'écoutes. J'ai pris son visage entre mes mains et tu lui demandes pardon pour toutes les fois où tu ne l'as pas vue. Pour toutes les fois où tu l'as traitée comme si elle n'était pas importante. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je sais. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je peux te pardonner, mais cela prendra du temps. Et tu devras me prouver que tu as changé. Pas avec des mots, avec des actes. Je vais essayer. Je te le promets. Il est resté encore 1 heure. Pour la première fois depuis des années, nous avons vraiment parlé. De lui, de moi, de ce que nous avions perdu en cours de route. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras. Merci, maman. De quoi? De ne pas avoir abandonné. Même quand nous, on t'avait abandonné. Après son départ, je suis restée longtemps assise dans le salon. La nuit était tombée. Les lumières de Paris scintillaient à travers les fenêtres. J'ai pensé à Charles, à Maxime, à Élodie, à toutes ces vies entremêlées et brisées. Et j'ai compris quelque chose. Le pardon n'efface pas la douleur. Il ne répare pas ce qui est cassé. Mais il permet de poser le fardeau, de continuer à avancer sans le poids de la rancœur. Est-ce que je pardonnais vraiment à Charles? Non, pas encore. Peut-être jamais. Mais je me pardonnais à moi-même, pour être restée si longtemps, pour avoir accepté l'inacceptable, pour m'être perdue. Et ce pardon-là, c'était le plus important. L'horloge bretonne a sonné 20 heures. J'ai allumé les lampes du salon. J'ai mis un disque de Brassens sur la platine, celui que Charles et moi écoutions quand nous étions jeunes dans notre petit appartement de Montmartre. Et j'ai dansé, seule, pieds nus sur le parquet, comme je l'avais fait il y a 40 ans. Mais cette fois, je dansais pour moi. Janvier est arrivé avec son cortège de jours gris et de pluie fine. Paris était noyé sous un ciel de plomb, mais moi,
Étrangement, je me sentais plus lumineuse que jamais. J'avais pris l'habitude de sortir tous les matins, pas pour faire des courses ou accomplir des tâches précises, non. Je sortais simplement pour marcher, pour sentir le vent sur mon visage, pour être vivante. Un matin de mi-janvier, alors que je me promenais le long de la Seine près du pont des Arts, j'ai remarqué un homme assis sur un banc. Il dessinait, un carnet de croquis sur les genoux, un fusain entre les doigts, complètement absorbé par son travail. Quelque chose dans sa posture m'a touchée. Cette concentration, cette paix, cette manière d'être totalement présent à ce qu'il faisait. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui, observant la Seine couler sous le pont. Le ciel était d'un gris uniforme, mais la lumière avait cette qualité particulière que seul l'hiver parisien peut offrir. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai sursauté. L'homme avait levé la tête et me regardait. Il avait peut-être 70 ans, des cheveux blancs coiffés en arrière, des yeux d'un bleu délavé, mais incroyablement vifs, un sourire doux. « Pardon, je ne voulais pas vous déranger », ai-je répondu. « Vous ne me dérangez pas du tout. » Il a fermé son carnet et s'est décalé sur le banc. « Voulez-vous vous asseoir ?» J'ai hésité. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis assise à l'autre bout du banc, laissant une distance respectueuse entre nous. « Vous dessinez souvent ici ?» ai-je demandé. « Tous les jours, depuis 6 ans, depuis que ma femme est morte. » Il a dit cela simplement, sans chercher la pitié, comme un fait. « Je suis désolée. Ne le soyez pas. Nous avons eu 48 années merveilleuses ensemble. C'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire. » Il a ouvert son carnet et m'a montré ses dessins. Des esquisses de la Seine, des ponts, des passants, des arbres dénudés. C'était simple, mais d'une beauté poignante. « Vous avez du talent, » ai-je dit sincèrement. « Non, j'ai de la patience, c'est différent. » Il m'a tendu la main. « Je m'appelle Henri Beaumont, Maïwenn Rousseau. » Nous sommes restés silencieux un moment, regardant la Seine. C'était un silence confortable. Le genre de silence qu'on peut partager avec quelqu'un sans avoir besoin de le remplir de paroles inutiles. « Vous venez souvent par ici ?» a-t-il fini par demander. « Depuis quelques semaines. J'ai recommencé à sortir, à découvrir Paris, comme si je la voyais pour la première fois. »« Ah ?» Il a hoché la tête. « Vous avez vécu quelque chose ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Comment le savez-vous ?» Parce que j'ai vécu la même chose. Après la mort de Claire, ma femme, j'ai eu l'impression de me réveiller, comme si j'avais dormi pendant des années et que soudain, je voyais tout avec une clarté nouvelle. Il a regardé la scène. Les couleurs étaient des plus vives, les sons plus nets, même la douleur était plus réelle, plus honnête. J'ai senti les larmes monter, parce qu'il avait mis des mots sur ce que je ressentais. Cette impression étrange d'être à la fois brisée et plus entière que jamais. « Oui », ai-je murmuré, « c'est exactement ça. » Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Henri m'a raconté sa vie avec Claire, leur rencontre pendant ses études de médecine, leurs 3 enfants, leur voyage, leur maison en Provence où ils passaient tous leurs étés. Claire était peintre, pas professionnelle, mais elle avait un don. Chaque pièce de notre maison était remplie de ses toiles, des paysages provençaux, des portraits de nos petits-enfants, des natures mortes. Il a souri tristement. Après sa mort, je ne supportais plus de voir ces tableaux. Alors je les ai tous entreposés au grenier. Et puis un jour, j'ai compris que c'était une erreur, que cacher ses œuvres, c'était essayer de cacher qu'elle avait existé. Qu'avez-vous fait? Je les ai tous ressortis, je les ai accrochés partout, et j'ai commencé à dessiner, pour être proche d'elle, pour comprendre ce qu'elle ressentait quand elle créait. Il a regardé son carnet de croquis. Je ne serai jamais aussi doué qu'elle, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je crée, que je vis. Nous avons échangé nos numéros avant de nous quitter. Henri m'a invité à revenir le voir. Je suis là tous les matins, vers 10 heures. Si vous passez dans le coin, je viendrai. Et je suis revenue. Le lendemain, puis le surlendemain, puis tous les jours. Henri et moi sommes devenus amis. Nous parlions de tout, de nos vies passées, de nos regrets, de nos rêves, de l'art, de la beauté, de la mort. Un matin, je lui ai parlé de Charles, de tout ce qui s'était passé, du dîner, des documents, de la confrontation. Henri m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a hoché la tête lentement. « Vous avez fait quelque chose de courageux, Maïwenn. » Courageux? Parfois, je me demande si ce n'était pas juste. Cruel. Non, sa voix était ferme. Cruel, c'est ce qu'il vous a fait pendant 43 ans. Vous avez simplement repris ce qui vous appartenait. Il a posé sa main sur la mienne. Mais je vais vous dire quelque chose. La vengeance, même justifiée, ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est ce que vous faites après. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous avez récupéré votre pouvoir, votre argent,
votre indépendance. Maintenant, la question est, qu'allez-vous en faire? J'ai réfléchi longtemps à cette question. Un soir, alors que je peignais dans mon atelier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Madame Rousseau? Ici, Fabienne Mercier, du cabinet Deschamps. Maître Deschamps m'a demandé de vous contacter concernant l'entreprise Rousseau & Associés. Oui, vous êtes désormais majoritaire de l'entreprise. Il faut organiser une assemblée générale pour définir la nouvelle stratégie. Maître Deschamps voudrait savoir si vous souhaitez vous impliquer dans la gestion ou si vous préférez nommer un directeur général. » J'ai posé mon pinceau. Donnez-moi quelques jours pour réfléchir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à l'entreprise, à tout ce que Charles y avait investi, à tout ce que j'y avais investi aussi, sans jamais le reconnaître. Le lendemain matin, je suis allé voir Henri. Il dessinait un couple de personnes âgées qui marchaient main dans la main le long du quai. « Henri, j'ai besoin d'un conseil. Je vous écoute. » Je lui ai expliqué la situation, l'entreprise, la décision à prendre. « Qu'est-ce que votre cœur vous dit ?» Mon cœur me dit que je veux faire quelque chose de bien avec cet argent, quelque chose qui ait du sens. Alors faites-le. Le soir même, j'ai appelé Fabienne Mercier. J'ai pris ma décision. Je veux transformer une partie de l'entreprise. Je veux créer une fondation. Une fondation? Pourquoi faire? Pour aider les femmes qui sortent de mariages violents ou toxiques, les femmes qui ont tout perdu et qui doivent reconstruire leur vie. J'ai pris une grande inspiration. Je veux leur donner ce que je n'ai pas eu pendant 43 ans. Un soutien, une aide financière, un accompagnement juridique, une formation professionnelle. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Madame Rousseau, c'est une idée magnifique. Combien de bénéfices génère l'entreprise par an? Environ 3 millions d'euros. Je veux allouer 1 million d'euros par an à cette fondation. Vous pensez que c'est possible? Tout à fait. Il faudra créer une structure juridique spécifique, mais c'est parfaitement faisable. Alors faisons-le. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Réunions avec des avocats, des notaires, des experts comptables. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, le monde des affaires, le monde du pouvoir. Et j'ai découvert quelque chose d'étonnant. J'étais douée pour ça. Pendant 43 ans, j'avais pensé que j'étais juste une femme au foyer, une enseignante qui avait abandonné sa carrière pour élever son fils et soutenir son mari. Mais en réalité, j'avais des compétences. J'étais organisée, méthodique, stratégique, capable de prendre des décisions difficiles. Toutes ces années où je gérais la maison, les invitations, les dîners mondains, les relations familiales, tout cela m'avait donné des compétences que je n'avais jamais reconnues. J'ai embauché une directrice pour la fondation. Une femme brillante, la quarantaine, qui avait elle-même survécu à un mariage violent et qui consacrait maintenant sa vie à aider d'autres femmes. Elle s'appelait Sophie Blanchard. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Montparnasse. Sophie était petite, mince, avec des cheveux courts et des yeux noirs perçants. Elle dégageait une force tranquille qui m'a immédiatement plu. « Madame Rousseau, votre projet est exactement ce dont nous avons besoin. Il y a tellement de femmes qui restent dans des situations toxiques parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Pas d'argent, pas de soutien, pas d'espoir. C'est exactement pour ça que je veux créer cette fondation, pour leur donner cet espoir. Avec 1 million d'euros par an, nous pouvons aider environ 200 femmes, leur offrir un hébergement temporaire, une aide juridique, une formation professionnelle, un accompagnement psychologique. » Ses yeux brillaient. « Nous pouvons changer des vies, Madame Rousseau. Appelez-moi Maïwen. » Maïwen. Elle a souri. « Je crois que nous allons faire de grandes choses ensemble. » 1 mois plus tard, la fondation était créée. Elle s'appelait Nouvelle Aube, un nom qui symbolisait le recommencement, la possibilité d'un nouveau jour. J'ai organisé une conférence de presse pour annoncer le lancement de la fondation. C'était dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Il y avait des journalistes, des personnalités, des associations de défense des droits des femmes. Et il y avait Charles. Je l'ai vu au fond de la salle, assis dans un coin. Il avait encore maigri. Ses vêtements flottaient sur lui. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quand j'ai pris la parole, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. « Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Maïwen Rousseau. J'ai 68 ans. Et pendant 43 ans, j'ai été une femme invisible. J'ai laissé ces mots résonner dans la salle. Invisible pour mon mari, invisible pour mon fils, invisible pour moi-même. J'ai accepté l'inacceptable. J'ai fermé les yeux sur les infidélités. J'ai supporté l'indifférence. Je me suis effacée jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Le silence était total. Et puis, un jour, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai repris ce qui m'appartenait. Mon pouvoir, mon argent, ma dignité.
Mais reprendre son pouvoir, ce n'est pas suffisant. Ce n'est que la première étape. La vraie question est, qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir? J'ai regardé l'assistance. La Fondation Nouvelle Aube a pour mission d'aider les femmes qui traversent ce que j'ai traversé. Les femmes qui sont prises au piège, qui ont peur, qui ne savent pas comment partir. Nous allons leur offrir un soutien financier, un accompagnement juridique, une formation professionnelle, un hébergement si nécessaire. Et surtout, nous allons leur dire ce que personne ne m'a dit pendant 43 ans. Vous n'êtes pas seuls, vous méritez mieux. Vous pouvez reconstruire. Les applaudissements ont éclaté. Des femmes pleuraient. Des journalistes prenaient des notes frénétiquement. Et Charles, au fond de la salle, s'est levé et est sorti. Après la conférence, Henri est venu me voir. Il m'a serré dans ses bras. Vous avez été magnifique, Maïwenn. Claire aurait été fière de vous. Merci, Henri. Vous savez ce que vous avez fait aujourd'hui? Quoi? Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. C'est la plus grande victoire qu'on puisse avoir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Je l'ai ouverte. C'était une lettre de Charles, une lettre écrite à la main sur du papier jauni. Maïwenn, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si je mérite que tu la lises. Mais il faut que je t'écrive. Il faut que je te dise ce que je n'ai jamais eu le courage de te dire en face. J'ai été un mauvais mari, un homme égoïste, orgueilleux, aveugle. Pendant 43 ans, tu as été là. Tu as soutenu mes rêves. Tu as élevé notre fils. Tu as fait de notre maison un foyer. Et moi, qu'est-ce que je t'ai donné en retour? De l'indifférence, de la cruauté, de l'humiliation. Quand j'ai vu cette chemise sur la table, quand j'ai compris ce que tu avais fait, j'ai eu envie de te haïr, de crier à l'injustice, de me poser en victime. Mais aujourd'hui, en t'écoutant parler à cette conférence de presse, j'ai compris quelque chose. Tu n'as fait que reprendre ce que j'avais essayé de te voler. Ta dignité, ta valeur, ta vie. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que je regrette, profondément, sincèrement. Tu es une femme extraordinaire, Maïwenn. Tu l'as toujours été. Et je suis désolée d'avoir mis tant d'années à le comprendre. Charles, j'ai relu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne savais pas si je pardonnais à Charles. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je savais, c'est que sa lettre ne changeait rien. Ma vie avait continué. J'avais avancé. J'avais créé quelque chose de beau à partir de la douleur. Et c'était ça, la vraie victoire. L'horloge bretonne a sonné 22 heures. J'étais assise dans mon atelier, entourée de mes toiles, de mes couleurs, de ma vie. Et j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'étais exactement là où je devais être. Mars est arrivé avec ses premiers bourgeons et cette lumière particulière qui annonce le printemps. Paris se réveillait lentement. Et moi, avec elle. La Fondation Nouvelle Aube fonctionnait au-delà de mes espérances. En 2 mois, nous avions déjà accueilli 37 femmes. Certaines arrivaient avec juste un sac, d'autres avec des enfants terrorisés. Toutes avec la même expression dans les yeux, un mélange de peur et d'espoir fragile. Je passais plusieurs heures par semaine à la Fondation. Pas pour gérer, Sophie s'en occupait brillamment, mais pour parler aux femmes, pour les écouter, pour leur dire ce que j'aurais voulu entendre pendant toutes ces années, vous allez vous en sortir. Un après-midi, alors que je quittais les bureaux de la Fondation, j'ai reçu un appel d'Agnès. Maïwenn, il faut que je te voie. C'est urgent. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe? C'est Charles. Il est à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Maxime l'a trouvé ce matin. Il était inconscient dans son studio. Une crise cardiaque. Je me suis appuyée contre le mur. Il va s'en sortir? Les médecins ne savent pas encore. Il est en soins intensifs. Maïwenn, je sais que c'est compliqué entre vous, mais Maxime demande si tu peux venir. J'ai fermé les yeux. Toutes les émotions se sont bousculées en moi. La colère, la tristesse, la pitié, la confusion. Quel hôpital? Hôpital européen, Georges Pompidou. Unité de soins intensifs, cardiologiques. J'arrive. Le trajet en taxi m'a semblé interminable. Je regardais Paris défiler à travers la vitre, mais je ne voyais rien. Je pensais à Charles, à l'homme qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Est-ce que je voulais qu'il meure? Non. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, je ne lui souhaitais pas la mort. Est-ce que je voulais qu'il souffre? Peut-être. Une partie de moi, cette partie blessée qui avait enduré des années d'humiliation, voulait qu'il comprenne ce que c'est que de perdre tout. Mais une autre partie de moi, celle qui avait écouté Henri, celle qui avait créé la Fondation, celle qui avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, cette partie-là
voulait juste la paix. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Maxime était assis dans la salle d'attente, la tête dans les mains. Élodie était à côté de lui, une main posée sur son épaule. « Maman !» Il s'est levé d'un bond quand il m'a vue. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes. « Comment va-t-il » ? « Il est stable, pour l'instant. Mais les médecins disent que les prochaines 24 heures sont critiques. » Agnès était là aussi, assise dans un coin. Elle m'a fait un petit signe de tête. « Est-ce que je peux le voir ?» Pas encore. Il ne laisse entrer qu'une personne à la fois, et seulement la famille proche. J'ai hoché la tête. Techniquement, je n'étais plus sa femme. Le divorce avait été prononcé il y a 6 semaines. Je vais attendre. Les heures ont passé, lentement, pesamment. Nous restions assis là, dans ce silence oppressant typique des hôpitaux. L'odeur de désinfectant, les néons blancs, le bip régulier des machines quelque part dans les couloirs. Vers 19 heures, un médecin est sorti. Une femme d'une 50aine d'années, en blouse blanche, avec des lunettes et un air fatigué. « Famille de Monsieur Rousseau ?» Nous nous sommes levés d'un bond. Monsieur Rousseau a eu un infarctus du myocarde sévère. Nous avons dû poser 3 stents. Son état est stable, mais il reste en soins intensifs. Est-ce qu'il va s'en sortir ? La voix de Maxime était étranglée. C'est trop tôt pour le dire. Les prochains jours seront décisifs. Mais je dois vous prévenir. Même s'il survit, il y aura des séquelles. Son cœur a été sérieusement endommagé. Elle a enlevé ses lunettes et les a essuyées. Monsieur Rousseau va devoir changer radicalement son mode de vie. Plus de stress, plus d'alcool, une alimentation stricte, de l'exercice modéré. Et surtout, elle nous a regardés tour à tour. Il va avoir besoin de soutien, de beaucoup de soutien. Après le départ du médecin, Maxime s'est tourné vers moi. « Maman, je sais que tu n'as aucune raison de l'aider. Mais quoi, Maxime ? Il est seul, complètement seul. Il n'a personne. » J'ai regardé mon fils, cet homme de 39 ans qui ressemblait tellement à son père, qui avait hérité de son orgueil, de son arrogance, mais qui avait aussi, quelque part, un cœur. « Maxime, ton père a fait ses choix. Il a choisi l'argent plutôt que la famille. Il a choisi l'orgueil plutôt que l'amour. Il a choisi de me détruire plutôt que de me respecter. » Les larmes coulaient sur les joues de Maxime. Je sais tout ça. Mais c'est quand même mon père. Oui, et c'est toi qui dois décider ce que tu veux faire, pas moi. Je me suis levée. Je vais rentrer chez moi maintenant. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais ne me demande pas de sauver ton père. Je l'ai fait pendant 43 ans. Je ne le ferai plus. J'ai embrassé Élodie et Agnès. Puis je suis partie. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai pleuré. Pas pour Charles, pour tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Les jours suivants, Maxime m'appelait régulièrement pour me donner des nouvelles. Charles avait survécu à la période critique. Il était sorti des soins intensifs, mais il était faible, très faible. Le médecin dit qu'il ne pourra plus travailler. Son cœur ne supporterait pas le stress. Et où va-t-il vivre ? Je ne sais pas. Il ne peut pas rester dans ce studio. Il y a 5 étages, sans ascenseur. Impossible pour lui dans son état. J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai pris une décision. La maison de Deauville, elle est vide. Je ne l'utilise pas. Il peut y aller. Maman, tu es sérieuse ? À une condition, qu'il accepte de se faire suivre médicalement, qu'il prenne soin de lui, et qu'il ne me contacte jamais. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Fais-le, c'est tout. 2 semaines plus tard, Charles quittait l'hôpital. Maxime l'a conduit à Deauville. Je n'étais pas là. Je ne voulais pas être là. Mais Agnès y était. Elle m'a appelé le soir même. « Maïwenn, tu as fait une chose merveilleuse. » Je n'ai rien fait de merveilleux. Je lui ai juste donné un toit. Non, tu lui as donné beaucoup plus que ça. Tu lui as donné une chance de se reconstruire. Agnès, quand on est arrivé, Charles pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer de ma vie. Il a dit « Elle est trop bonne pour moi. Elle l'a toujours été. » J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas une question d'être bonne ou pas. C'est une question de pouvoir dormir la nuit en paix avec ses décisions. Tu es une femme remarquable, Maïwenn. Non, je suis juste une femme qui a appris, très tard, à se respecter. Les semaines ont passé. Le printemps s'est installé pour de bon. Les arbres ont bourgeonné. Les terrasses des cafés se sont remplies. Paris était magnifique. Un matin d'avril, alors que j'étais assise sur mon banc habituel près du Pont des Arts avec Henri, j'ai reçu un message de Maxime. « Maman, papa veut te parler. Il dit que c'est important. » J'ai montré le message à Henri. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne sais pas. Henri a posé sa main sur la mienne. « Tu sais, après la mort de Claire, j'ai eu beaucoup de colère. Contre elle, contre Dieu, contre la vie. Pourquoi contre elle ? Parce qu'elle m'avait laissé. Parce qu'elle était partie sans prévenir.
Un jour elle était là, le lendemain elle n'était plus. Une rupture d'anévrisme, instantanée. Il a regardé la scène. J'ai gardé cette colère pendant des mois. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose. La colère me gardait prisonnier. Elle m'empêchait de vivre. Elle m'empêchait de me souvenir des moments heureux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de lâcher prise. Pas de pardonner. Parce qu'il n'y avait rien à pardonner. Juste de lâcher prise. De me libérer du poids. Il m'a regardé dans les yeux. Toi seul sais ce que tu dois faire, Maïwenn. Mais si tu décides de voir Charles, fais-le pour toi, pas pour lui, pour te libérer du poids. Le soir même, j'ai appelé Maxime. Dis à ton père que j'accepte de le voir, mais pas à Deauville, ici, à Paris, dans un lieu neutre. Ou, au jardin du Luxembourg, samedi prochain, 15 heures. Le samedi est arrivé trop vite, ou peut-être pas assez vite. Je ne savais plus. Je suis arrivé au jardin du Luxembourg à 14h45. J'ai marché le long des allées, respirant le parfum des premières roses. Les enfants jouaient autour du bassin. Les étudiants lisaient sur les pelouses. La vie continuait, indifférente à nos drames personnels. À 15 heures précises, j'ai vu Maxime arriver. Il poussait un fauteuil roulant. Et dans ce fauteuil, Charles. J'ai eu un choc. Il avait vieilli de 20 ans en 3 mois. Ses cheveux étaient presque complètement blancs. Son visage était creusé, émacié. Ses mains tremblaient légèrement sur les accoudoirs du fauteuil. « Bonjour, Maïwenn. » Sa voix était faible, éraillée. « Bonjour, Charles. » Maxime nous a regardés tour à tour. « Je vais vous laisser. Je serai près du bassin si vous avez besoin. » Il s'est éloigné. Charles et moi sommes restés face à face. Après 43 ans de mariage et 6 mois de séparation, nous étions 2 étrangers. « Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Il a pris une grande inspiration. Cela semblait lui demander un effort immense. « Je voulais te dire que tu avais raison. Pour tout. J'ai attendu. Pendant 43 ans, je t'ai traité comme si tu n'existais pas. Comme si tu étais un objet, un décor, quelque chose qui faisait partie du paysage, mais qui n'avait pas d'importance. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Et maintenant, je suis seule, vraiment seule. Dans cette grande maison à Deauville, avec juste le bruit des vagues et mes regrets. « Charles, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il a essuyé ses larmes d'une main tremblante. Solène est partie le lendemain de ce dîner. Tu le savais? Elle ne m'a plus jamais rappelé, parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait mon argent, ma position, mon statut. Je sais. Mes amis, ceux que je croyais être mes amis, ont tous disparu quand ils ont appris que j'avais tout perdu. Plus d'invitations, plus d'appels, plus rien. Il a regardé ses mains. Et mon entreprise, cette entreprise que j'ai construite pendant 30 ans, elle continue de tourner, mais sans moi, comme si je n'avais jamais existé. C'est ça que tu voulais me dire? Que tu as tout perdu? Il a relevé la tête. Non, je voulais te dire que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. A compris quoi? Que tout ce que j'ai poursuivi pendant ma vie, l'argent, le pouvoir, le succès, tout ça ne valait rien. Que la seule chose qui avait de la valeur, c'était toi, c'était nous, c'était notre famille, et je l'ai détruit. Le silence est tombé entre nous, un silence épais, chargé de 43 ans de non-dit. Tu veux que je te dise que je te pardonne? Ai-je fini par demander. Non, je ne mérite pas ton pardon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu saches que je regrette, profondément, que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Il a pris une autre inspiration difficile. Et je veux te remercier, pour la maison de Deauville, pour ne pas m'avoir laissé mourir seule dans ce studio minable. Tu aurais pu, tu aurais eu toutes les raisons de le faire. J'ai regardé cet homme assis devant moi, cet homme que j'avais aimé, que j'avais haï, qui m'avait fait si mal. Et j'ai ressenti de la pitié, pas de l'amour, pas de la haine, juste de la pitié. Charles, je ne t'ai pas aidé pour toi, je t'ai aidé pour moi, pour pouvoir me regarder dans le miroir et être en paix avec mes décisions. Je sais, et je ne reviendrai pas. Nous ne serons plus jamais ensemble. Tu comprends ça? Oui, je me suis levée. Prends soin de toi. Suis les consignes des médecins. Repose-toi. Maïwenn, quoi? Est-ce que tu es heureuse? Maintenant? J'ai réfléchi à cette question. Honnêtement, oui, pour la première fois depuis très longtemps, je suis heureuse. Alors j'en suis content. Vraiment. J'ai fait quelques pas, puis je me suis retournée. Charles? Oui? La vie a une drôle de façon de nous rendre ce qu'on donne. Tu m'as donné de l'indifférence pendant 43 ans. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Je suis partie sans me retourner. Maxime m'a rattrapée près du bassin. Maman, merci. De quoi?
d'avoir accepté de le voir, d'avoir été clémente. J'ai posé ma main sur sa joue. Maxime, je ne l'ai pas fait pour être clémente. Je l'ai fait pour me libérer. Il y a une différence, je sais, et c'est pour ça que tu es extraordinaire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé l'horloge bretonne. Elle continuait de sonner, régulière, imperturbable, marquant le passage du temps. Et j'ai compris quelque chose. Le temps guérit, pas en effaçant la douleur, mais en la transformant en quelque chose de plus doux, de plus supportable. Charles avait perdu tout ce qu'il croyait important, et il avait découvert, trop tard, ce qui avait vraiment de la valeur. Moi, j'avais perdu 43 ans, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, moi-même. Et ça, personne ne pourrait jamais me le reprendre. 2 ans ont passé. 2 années pendant lesquelles j'ai vécu plus intensément que pendant les 43 précédentes. La Fondation Nouvelle Aube avait aidé plus de 400 femmes, 400 vies transformées, 400 nouveaux départs. Sophie et moi avions même ouvert un 2e centre, cette fois à Lyon. Maxime avait changé, vraiment changé. Il avait suivi une thérapie. Il traitait Élodie avec respect, avec amour. Ils attendaient leur premier enfant, une petite fille qu'ils allaient appeler Claire, en hommage à la femme d'Henri. Henri, mon cher Henri. Nous nous voyions toujours tous les matins près du pont des Arts. Il dessinait, je peignais parfois avec lui. Nous parlions de tout et de rien. Il était devenu mon plus proche ami. Un matin de juin, il m'a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maïwenn, je pars. Je retourne vivre en Provence, dans la maison que je partageais avec Claire. Oh, mon cœur s'est serré. Tu vas me manquer. Toi aussi. Mais tu sais quoi? Je crois que j'ai fini ma mission ici. J'ai appris à vivre sans Claire. J'ai appris à créer. J'ai appris à être heureux à nouveau. » Il a souri. « Et toi, tu as appris la même chose. Tu n'as plus besoin de moi. On a toujours besoin de ses amis. Alors viens me voir. La Provence est magnifique en été. Je viendrai. Je te le promets. » Quelques jours après le départ d'Henri, j'ai reçu un appel de Maxime. « Maman, c'est papa. » Mon sang s'est glacé. Quoi? Il est à l'hôpital. Une 2e crise cardiaque. Cette fois, les médecins ne savent pas s'il va s'en sortir. Je suis partie immédiatement pour Deauville. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Maxime était là, avec Élodie. Agnès aussi. « Il demande à te voir », a dit Maxime. Charles était dans une chambre lumineuse qui donnait sur la mer. Il était sous oxygène. Ses yeux étaient fermés. Son visage était d'une pâleur effrayante. Quand je me suis approchée, il a ouvert les yeux. « Maïwenn, je suis là. » Il a tendu sa main. J'ai hésité. Puis je l'ai prise. Je voulais te dire merci pour ces 2 années, pour la maison, pour m'avoir laissé vivre en paix. Charles, non. Écoute, j'ai eu le temps de réfléchir, beaucoup de temps. Et j'ai compris que tu avais raison. Surtout, une larme a coulé sur sa joue. Je t'ai traité comme quelqu'un d'invisible. Et aujourd'hui, c'est moi qui disparais. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Non. Il a souri faiblement. Cette fois, je ne m'en sortirai pas. Et c'est bien. Charles, j'ai eu une belle vie, Maïwenn. Grâce à toi, même si je ne l'ai compris que trop tard. Il a fermé les yeux. Si je pouvais recommencer, je t'aimerais comme tu méritais d'être aimé. Chaque jour. Vraiment. J'ai serré sa main. Je sais. Charles est mort le lendemain matin alors que le soleil se levait sur la mer. Maxime pleurait. Élodie le consolait. Agnès priait silencieusement. Moi j'étais debout près de la fenêtre, regardant les vagues. Et je me sentais vide. Pas triste. Pas soulagé. Juste vide. Les funérailles ont eu lieu 1 semaine plus tard, à Deauville. C'était une cérémonie simple. Quelques personnes, des anciens employés, des connaissances lointaines. Solène n'était pas là. Aucun de ses anciens amis n'était là. Quand le prêtre a demandé si quelqu'un voulait parler, je me suis levée. Charles Rousseau était mon mari pendant 43 ans. Il était le père de mon fils. Il a construit une entreprise prospère. Il a vécu une vie intense. J'ai marqué une pause. Mais ce n'est pas pour cela que je veux qu'on se souvienne de lui. Je veux qu'on se souvienne de lui pour sa dernière leçon, qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre ses erreurs, pour regretter, pour demander pardon. Charles a compris, trop tard, que l'amour et la famille valent plus que l'argent et le pouvoir. Et même si cette prise de conscience est arrivée à la fin de sa vie, elle compte. Parce que nous faisons tous des erreurs. Nous blessons tous les gens qu'on aime. Mais ce qui compte, c'est de reconnaître ces erreurs, de les assumer, et si possible, de les réparer. J'ai regardé le cercueil. Repose en paix, Charles. Tu as payé tes dettes. Après la cérémonie, Agnès m'a serré dans ses bras. Tu es une femme d'une générosité incroyable. Non,
Je suis juste une femme qui a appris à se libérer. En rentrant à Paris, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. Une enveloppe que Charles avait laissée chez le notaire avec instruction de me la remettre après sa mort. À l'intérieur, il y avait une lettre et une photo. La photo nous montrait, Charles et moi, dans notre petit appartement de Montmartre. Nous avions 25 ans. Nous dansions, pieds nus, en riant. La lettre disait « Maïwenn, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie. Et c'est bien. Je garde cette photo depuis des années. C'est le moment où j'ai été le plus heureux de ma vie. Pas quand j'ai gagné mon premier million, pas quand j'ai acheté notre appartement du 16e, mais ce soir-là, dans notre minuscule appartement, en train de danser avec toi. J'aurais dû rester cet homme-là, l'homme qui t'aimait plus que tout, qui te faisait rire, qui dansait avec toi pieds nus. Au lieu de ça, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'aime pas. Mais toi, Maïwenn, tu es resté toi-même, toujours, et c'est pour ça que tu as gagné. Merci pour tout, pour les années heureuses, pour ton pardon, pour ta dignité. Je t'ai aimé, à ma façon maladroite et égoïste, mais je t'ai aimé. Charles, j'ai pleuré en lisant cette lettre, pas de tristesse, mais de soulagement, de libération. L'horloge bretonne a sonné 18 heures, et j'ai compris que c'était fini, vraiment fini. Le cycle était terminé, la justice avait été rendue, pas par moi, mais par la vie elle-même. Elle m'avait traité de folle quand j'avais repris mon pouvoir. Des années plus tard, j'étais libre, heureuse, entourée de gens qui m'aimaient vraiment. Lui était mort seul, ayant perdu tout ce qu'il croyait important, ayant compris trop tard ce qui avait vraiment de la valeur. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. 6 mois après la mort de Charles, j'ai célébré mes 70 ans. Maxime et Élodie ont organisé une fête dans mon appartement. Une fête simple, intime. Juste les gens que j'aimais vraiment. Henri était là, venu spécialement de Provence. Sophie de la Fondation. Agnès. Quelques femmes que j'avais aidées à travers Nouvelle Aube et qui étaient devenues mes amies. Et bien sûr, la petite Claire, qui avait maintenant 18 mois et qui courait partout en riant. « Maman, » a dit Maxime en levant son verre, « tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu nous as montré qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. » Élodie a ajouté, les larmes aux yeux, « Tu m'as sauvée, Maïwenn. Sans toi, je serais devenue invisible, comme tu l'étais. Mais tu m'as montré qu'on pouvait se relever, qu'on pouvait exister. » Henri s'est levé à son tour. « Maïwenn, tu m'as appris que la douleur peut devenir quelque chose de beau, que la fin peut être un commencement. Tu es une artiste de la vie. » J'ai regardé tous ces visages autour de moi, ces gens qui me voyaient, qui m'aimaient, qui me respectaient, et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'étais heureuse, profondément, sincèrement heureuse. « Merci », ai-je dit simplement. « Merci d'être là. Merci de voir qui je suis vraiment. » Après la fête, alors que tout le monde était parti, je me suis assise dans mon atelier. Les murs étaient couverts de mes peintures, des couleurs vives, des formes libres, des émotions capturées sur la toile. J'ai regardé l'horloge bretonne. Elle sonnait 22 heures. Son carillon familier résonnait dans l'appartement vide. Cette horloge avait traversé toute ma vie. Elle avait marqué les moments heureux de Montmartre, les années difficiles du 16e, la nuit de la confrontation, tous les moments de ma transformation. Et elle était toujours là, fidèle, constante, comme moi. J'ai ouvert mon journal, celui que j'avais commencé il y a des années, pour noter les infidélités de Charles. Je l'ai feuilleté lentement, toutes ces pages remplies de douleur, de preuves, de colère. Puis j'ai pris un stylo et j'ai écrit une dernière page. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'ai perdu 43 années dans un mariage qui m'a effacé. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Moi-même. Charles est mort seul, ayant tout perdu. Pas parce que je l'ai détruit, mais parce que ses propres choix l'ont détruit. La vie est ainsi. Elle nous rend toujours ce que nous donnons. Si vous semez l'indifférence, vous récoltez la solitude. Si vous semez le mépris, vous récoltez l'abandon. Mais si vous semez le courage, vous récoltez la liberté. J'ai appris qu'une femme silencieuse n'est pas une femme faible. Elle est une femme qui observe, qui prépare, qui attend le bon moment. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie. À 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, j'ai appris que le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour soi, pour se libérer du poids. Et j'ai appris que la vraie victoire n'est pas de détruire celui qui vous a blessé. C'est de construire une vie si belle que la douleur devient juste un souvenir lointain. J'ai fermé le journal et je l'ai rangé dans un tiroir. Demain,
J'irai voir Henri en Provence. Nous peindrons ensemble sous les lavandes. Nous parlerons de Claire, de Charles, de tous ceux que nous avons aimés et perdus. La semaine prochaine, j'ouvrirai un 3e centre pour la Fondation, à Marseille cette fois. Le mois prochain, Maxime et Élodie m'emmèneront en Italie, à Florence, à Rome, à Venise. Tous ces endroits que je rêvais de voir, parce que ma vie ne fait que commencer. À 70 ans, je suis enfin libre, enfin moi, enfin vivante. L'horloge bretonne a sonné minuit. Un nouveau jour commençait. Je me suis levée. J'ai ouvert les fenêtres de l'appartement. L'air frais de la nuit est entré. Paris scintillait sous les étoiles. Et j'ai dansé, seule, pieds nus sur le parquet. Comme je l'avais fait il y a 45 ans avec Charles dans notre petit appartement de Montmartre. Comme je l'avais fait il y a 2 ans, le jour où j'avais repris ma vie. Mais cette fois, je dansais différemment. Je ne dansais plus pour quelqu'un d'autre. Je ne dansais plus pour oublier. Je dansais pour célébrer. Pour célébrer la femme que j'étais devenue. Pour célébrer toutes les femmes qui, comme moi, ont trouvé le courage de se relever. Pour célébrer la vie. Cette vie précieuse et fragile qui nous est donnée. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si elle inspire ne serait-ce qu'une personne à reprendre son pouvoir, alors mes 43 années perdues n'auront pas été vaines. Car c'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, pas la destruction, mais la transformation, la renaissance, la transmission. Je m'appelle Maïwenn Rousseau, j'ai 70 ans. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je peux dire en toute honnêteté, je suis libre, je suis entière, je suis moi. Et c'est suffisant, c'est largement suffisant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.